Un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Dupont-Aignan, s'il vous plaît. Cher Monsieur Dupont-Aignan, cher public, bonsoir et bienvenue à ce débat. Merci à tous d'avoir répondu présent ce soir. Donc, il est d'usage dans notre association de présenter notre invité afin de rappeler son parcours, ses faits d'armes et ses idées. Nous ne dérogerons pas à cette règle ce soir, bien que vous bénéficiez aujourd'hui d'une certaine notoriété. Et pour cause, cela fait maintenant près de 20 ans que vous êtes député de l'Essonne. Parallèlement à cette activité, vous êtes également président de Debout la France, parti que vous avez fondé en 2008. Nous ne vous présenterons pas cet amphithéâtre aujourd'hui, auquel vous êtes sûrement au moins autant familier que nous, en tant qu'ancien dauphinois. Né à Paris le 7 mars 1961, vous sortez de Sciences Po à 21 ans. 3 ans après, vous obtiendrez un diplôme d'études supérieures spécialisées de gestion de l'entreprise et marché financier dans la somptueuse université qu'est Paris-Dauphine. Ensuite, vous intégrez l'ENA, cochant ainsi toutes les cases du parcours du politicien classique que vous attaquez tant aujourd'hui. À la sortie de l'ENA, vous devenez administrateur civil au ministère de l'Intérieur, poste que vous occuperez pendant 1 année. Plus tard, vous vous rapprocherez du gouvernement d'Édouard Balladur, en devenant conseiller technique au sein du cabinet de Michel Barnier, alors ministre de l'Environnement. Au cours de votre parcours, vous avez exercé de nombreux mandats politiques. Outre votre fonction de député mentionnée il y a quelques instants, vous êtes également maire de Hyères depuis 1995. Par ailleurs, vous avez été membre de différents partis, RPR, RPF, UMP, avant de fonder Debout la République, devenu plus tard Debout la France. Vous semblez ainsi avoir cherché votre place sur l'échiquier politique. En 2012, vous vous présentez à l'élection présidentielle. Vous obtiendrez le score de 1,8% des voix. Pour autant, vous ne désespérez pas, comme en atteste votre candidature d'aujourd'hui. Depuis 2012, vous avez parcouru beaucoup de chemins, Monsieur Dupont-Aignan. En 2015, vos listes obtenaient pas moins de 830 000 voix. Aujourd'hui, les sondages vous accordent 4 à 7% des voix des électeurs. Immigration, quinquennat de François Hollande, sécurité intérieure. Vos prises de position sont claires, parfois cinglantes. En décembre dernier, vous irez même jusqu'à déclarer que les Français aspirent à un grand coup de balai. Pour ce qui est du gouvernement, vous parlez d'une promotion de l'échec. Certains de vos propos, parfois qualifiés de populistes ou simplement anti-langue de bois pour d'autres, amènent souvent journalistes et autres politiciens à se demander ce qui vous différencie réellement d'un candidat du FN. Exclu du débat présidentiel sur TF1, vous quittez le plateau du 20h pour protester contre la décision de la chaîne. Choix digne d'un des plus grands stratèges probablement, puisque vous êtes apparu quelques jours après dans le plus grand talk-show français qui n'est autre que Touche pas à mon poste, avec 1,8 million de téléspectateurs. En pleine campagne présidentielle, Monsieur Dupont-Aignan, vous aurez l'occasion ce soir de présenter votre vision pour la France de demain à un public d'étudiants qui devra glisser son bulletin dans les urnes dans 24 jours. Vous êtes aujourd'hui supporté par plus de 5% des Français. Du souverainisme à l'antisystème, vous vous voyez comme le dernier gaulliste de l'échiquier politique. Alors que Marine Le Pen a lancé un appel, je cite, à tous les patriotes, à tous ceux qui ont la nation au cœur de la rejoindre, en vous ciblant particulièrement, vous refusez et continuez votre route en solitaire. Contrairement à elle, vous ne désirez pas quitter l'Europe, mais la réformer profondément. Vous souhaitez proposer une alternative au courant politique que vous jugez usé. Et vous envisagez la plus grande baisse des impôts parmi les 11 candidats, avec pour ambition une hausse de 10% du pouvoir d'achat des Français. Ainsi, selon vous, vous constituez le seul vote utile pour la France, en vous proposant comme le candidat capable de sauver notre France. Ces mesures ambitieuses semblent difficiles à mettre en œuvre, mais Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes bel et bien un homme de conviction. Et nous espérons qu'après avoir quitté le plateau de TF1 de manière aussi imprévisible, vous nous ferez le plaisir de rester avec nous jusqu'au terme de ce débat. Monsieur Dupont-Aignan, plus sérieusement, merci encore d'avoir répondu à notre invitation ce soir.
Je laisse la parole à mes camarades Guillaume Kriesmann et Rémi Haddad pour la suite de ce débat. Merci à vous. Il est très bien ce garçon. Merci à vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a des questions? Allez-y. Tout d'abord, bonsoir à vous, monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté. Pardonnez-moi du retard, vraiment, sérieusement, parce que j'aime pas être en retard, mais j'ai fait une petite conférence de presse improvisée devant le siège de France Télévisions pour les inciter à maintenir le débat malgré la volonté de mes concurrents de déserter. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais en retard. Donc, tout d'abord, souhaitez-vous réagir à la présentation que Baptiste vient de faire? Non, parce que je pense que l'important, c'est qu'on échange, que je puisse vous dire certaines choses, et puis que vous, surtout, il y ait des questions. Donc, je ne veux pas réagir à ma vie, mon œuvre. Hein, voilà. D'accord, très bien. Alors, pour commencer, monsieur Dupont-Aignan, on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2017. Il est 20h. Et c'est vous qui vous affichez sur les nombreux écrans de télévision, sur Internet et partout aujourd'hui où les résultats sont diffusés. Félicitations, vous venez d'être élu président de la République. Est-ce que vous pouvez nous éclairer brièvement sur votre première mesure? J'imagine déjà la tête de mes concurrents. Non, je sens une certaine joie. Écoutez, très sérieusement, d'abord merci pour votre invitation. C'est fait que ça me fait drôle de venir ici. Je n'étais pas un étudiant modèle chez vous, parce que je ne suis passé qu'une année, mais c'est drôle, parce que rien n'a changé, je me souviens très bien de cet amphi. Mais heureusement, vous avez sûrement dû beaucoup plus progresser que moi, du moins dans les études. En fait, j'étais venu ici, je vous raconte ça, ce que je racontais à votre directrice de cabinet du président. J'étais venu ici parce que je préparais l'ENA, et j'avais échoué. Dans la vie, on échoue toujours. Il faut toujours se relever. J'ai plein de défauts, mais j'ai au moins cette qualité. Et j'avais atterri ici, et moi je venais des études très littéraires, Sciences Po, et j'ai découvert tout un monde qui m'était étranger. Et les marchés financiers, c'était le début de la grande vogue des marchés financiers. Et c'est là où j'ai compris que j'étais pas doué pour l'argent, mais que je devais me consacrer au service public. Mais j'ai gardé des camarades d'ici. Et c'est une très bonne université. Et je trouve que c'est un bon équilibre entre, j'allais dire, un bon équilibre entre le meilleur de l'université et le meilleur des écoles. Et je pense que le système universitaire devrait beaucoup, s'inspirer de ce que vous faites ici. Voilà. C'était une parenthèse. Sur le premier jour, j'ai écrit un petit livre. J'ai appris, pas seulement ici, ça devait être inné, à me vendre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même dans la vie. Donc je vous invite à être courageux et à vous battre, et vous verrez, vous y arriverez très bien. 3 € seulement pour tout savoir. Sérieusement. Un jour, j'ai été dans un déplacement au mois de novembre. Je suis rentré particulièrement déprimé parce que vous saurez aussi qu'un homme politique, c'est pas comme un héros de bande dessinée, toujours parfait. Nous avons des moments de doute, d'échange avec la population. Et je revenais particulièrement déprimé d'un déplacement parce que j'avais rencontré beaucoup de Français qui me disaient « Bon, vous avez l'air plus sympa que les autres, mais plus sincère sans aucun doute, c'est pas difficile. Mais de toute façon, on ne croit plus les programmes. On ne vous croit plus. » Et très sérieusement, le problème de la France, il est chez les Français, pas seulement chez les hommes politiques. C'est-à-dire que nous sommes un pays à l'arrêt. Le peuple ne croit plus en ses élus parce que ces élus l'ont trahi, l'ont bafoué, se sont servis de lui. Et vraiment, le peuple français ne mérite pas la classe politique qu'il a. Pour autant, il n'y a pas une classe politique. Il y a des gens différents. Mais les Français, pour la plupart, croient qu'on est tous pareils. Et ne nous croient plus. Et moi, j'étais rentré de ce déplacement effondré parce que les gens me disaient « Oui, vous avez l'air sympa, oui, vous êtes peut-être mieux que les autres, mais de toute façon, vous pouvez m'envoyer tous les programmes de la Terre, nous ne vous croyons plus. » Donc je suis rentré, j'ai vu mon équipe, hein, Alexandre s'en souvient. C'était un samedi, pluvieux. Fillon venait de gagner la primaire avec sa franchise caractérisée. Et donc, tout le monde me disait que voilà, c'était cuit, qu'il fallait même renoncer.
pour aller avec les moutons suivre le troupeau. Et là, je me suis dit, je vais faire autrement. Je vais partir de la question de monsieur. Vous voyez, j'y viens quand même. Et je vais écrire un petit livre pendant les vacances de Noël, ça me fera du bien, pour raconter ce que serait mon mandat. Alors, raconter 5 années, c'était un peu long, les vacances étaient courtes, et il fallait livrer le livre le 1er janvier à l'éditeur. Donc, j'ai écourté, je me suis dit, on va faire 100 jours, même si ça n'a pas été toujours de très bon augure, on va faire 100 jours pour résumer, et ça sera déjà toujours ça de donner à l'éditeur. Et j'ai voulu, mais à travers ça, c'est très sérieux, essayer de mettre en scène ce que serait une présidence différente. Et ce n'est pas simplement une question de programme. On élit un président de la République. On n'élit pas le chef du Länder allemand dénommé France ou de la colonie américaine ou chinoise. On élit le président de la République française. C'est-à-dire un homme qui doit incarner une nation, une histoire, des valeurs, et qui doit projeter dans le XXIe siècle, à 50 ans, le pays. Alors ça nous change des boutiquiers qui vont vous raconter ce qu'ils feraient le mois prochain. Pour autant, j'ai voulu, dans ce petit livre, jour après jour, montrer, par les déplacements, par les premières visites, par les premières décisions, par les premières rencontres, par les ministres, comment je ferais le 7 mai. Alors j'y viens. Première décision. Votre première décision. Première décision, il y en a plusieurs premières décisions. Une seule, la plus importante. Non, il y en a plusieurs. Je vais vous en donner 3 ou 4. Mais vous ferez le tri en fonction de ce que vous préférez. Mais parce que ça serait tellement simple s'il y avait une décision miracle. Mais le président de la République, c'est pas un magicien. Il va pas arriver le 8 mai ou le 7 mai et dire « toc, je fais ça ». Première décision dans le domaine politique, casier judiciaire vierge pour tous les candidats aux élections. Ça, c'est la dissuasion nucléaire pour les élus. Parce qu'un élu, il veut être réélu. Et ça ne sert à rien de multiplier les lois dans tous les sens, puisque les voleurs et les tricheurs, ils trichent même quand il y a des lois. C'est le principe. Et donc, je pense que la meilleure mesure, c'est la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire ce qui est appliqué pour tous les fonctionnaires. On ne recrute pas un fonctionnaire qui a un casier judiciaire. On l'a voté à l'Assemblée, on était une vingtaine. C'est curieux, il n'y avait pas de députés, beaucoup de républicains, pas de députés Front National, pas de députés socialistes. C'était une minorité du Luberlu. On l'a voté à 20 et le gouvernement n'a pas osé s'y opposer en février parce que l'époque était quand même pas propice. Et c'est toujours pas transmis au Sénat, bien sûr. Ça, c'est la première mesure. Deuxième première mesure, c'est de remettre le moteur économique en marche et de favoriser le produire français. Donc un super bonus fiscal lorsqu'on investit en France. C'est la division par 2 de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis en France. Sur un peu le modèle, vous connaissez sans doute, je ne sais pas en quelle année vous êtes d'ailleurs. Vous êtes en quelle année? Ça dépend. C'est un mélange. Bon. Crédit impôt recherche, qui a été une bonne mesure faite par Sarkozy. Crédit impôt recherche, ça a permis de relocaliser des chercheurs en France. Eh bien, la même chose, un crédit impôt production. Je veux que le chef d'entreprise qui investit sur notre sol ait un bonus. Celui qui rapatrie les bénéfices, celui qui délocalise, il paye plein pot, 33%. L'autre, il a un bonus. C'est fondamental. Et je veux orienter tout notre système fiscal sur la production en France. Parce que si nous récupérons 1 million d'emplois, sous Sarkozy, on a eu 1 million de chômeurs de plus. Sous Hollande, 1 million de chômeurs de plus. Je ne sais pas si vous imaginez. Déjà en 2012, je disais, en campagne, imaginez qu'on ait encore 1 million de chômeurs de plus. Dans quel état vont être nos systèmes sociaux? Dans quel état va être notre société? Donc la priorité absolue, c'est le Made in France. C'est-à-dire de changer les anticipations des chefs d'entreprise. Et moi, je n'ai jamais connu un chef d'entreprise philanthrope. Il est là pour gagner de l'argent. Et donc, il faut qu'il y ait une différence entre investir en France et investir ailleurs. Et d'ailleurs, je l'ai copié cette mesure dans un État américain, mais je ne me souviens plus lequel, si c'est New Jersey ou un autre, ça existe dans certains États américains. Troisième première mesure, désolé, relance du pouvoir d'achat. Parce que depuis 20 ans, on croit qu'en prélevant plus et en faisant souffrir les Français, on va développer la France. Ben non. Bien sûr qu'il ne faut pas donner du pouvoir d'achat si on produit à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'il y a mes 2 jambes. D'un côté, relance productive, production en France. De l'autre, relance du pouvoir d'achat. Et puis 4e mesure, s'il y en avait une 4e, si, fondamentale, c'est le contrôle des frontières. Non pas pour fermer la France hermétiquement, j'entends des âneries d'une presse débile qui veut me faire passer pour un fasciste.
Ça se saurait si j'étais fasciste, déjà à mon âge. Je ne veux pas rendre la France hermétique, ça n'a aucun sens. Il y a 70 000 étudiants étrangers qui viennent et je veux les accueillir. Et donc je ne suis pas comme Madame Le Pen à vouloir 10 000. C'est absurde. Avant c'était 0, maintenant c'est 10 000, il y a 200 000 entrées. J'estime qu'il faut mettre un coup de frein très fort sur le flux migratoire. Et pour ça, il faut contrôler sa frontière. Bon, c'est un peu long, mais ça vous en a fait 4 d'un coup. Et ça vous donne un panorama. Mais il y a pas beaucoup d'autres mesures à prendre. Et c'est l'intérêt de ce livre. Achetez-le, 3 €, c'est pas cher. Et il est en tête des ventes. Bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Europe 1, France Inter, France 2, RTL, CNews ou encore France Info, ce ne sont que quelques médias dans lesquels vous êtes allé défendre votre programme très récemment. Votre présence médiatique est relativement importante, mais manifestement pas assez pour vous. En effet, le samedi 18 mars, vous avez quitté le plateau du journal de TF1 pour dénoncer, je cite, une fausse démocratie. Mais selon vous, dans un débat avec 11 candidats, avec très peu de temps de parole, est-il justement possible de mettre en avant ces idées? Alors d'abord, c'est vrai que je me plains, mais j'ai raison de me plaindre parce que le système des primaires a été inventé par 2 partis à bout de souffle, qui sont en train d'exploser en vol, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'ils sont à bout de souffle, ils ont gouverné 20 ans de la même façon. D'ailleurs, ils sont d'accord pour gouverner ensemble. Monsieur Valls a dit qu'il serait ravi de gouverner avec Monsieur Fillon, et Monsieur Fillon vient de dire qu'il pourrait gouverner avec Monsieur Valls. C'est extraordinaire. Philippe Séguin, auprès duquel j'ai travaillé, le seul que j'ai vraiment admiré, qui était un grand bonhomme. Je vous invite d'ailleurs à lire le discours pour la France de 92 à l'Assemblée, qui est un discours extravagant, qui prévoit tout ce qui s'est passé dans les 20 ans. Philippe Séguin disait, les 2 détaillants, les 2 commerces, s'approvisionnent chez le même grossiste. Ça a duré 20 ans, les gens commencent à s'en apercevoir, parce qu'à un moment, le client, quand même, il regarde ce qu'il consomme. Et donc, pour revenir à votre affaire, les primaires ont été un subterfuge pour accaparer le temps de parole. 480 heures de temps de parole pour M. Fillon et 400 ou 300 pour les autres socialistes. Moi, j'ai eu 18 heures de temps de parole pendant cette période d'1 an. J'ai commencé l'annonce de ma candidature en mars 2016, j'étais à 8% dans les sondages déjà un peu traficotés, mais disons, et bien évidemment, quand pendant 6 mois, vous êtes absent, et c'est vrai, j'avais choisi de ne pas aller à la primaire, parce que j'ai de l'honneur, et quand je signe un engagement de soutenir quelqu'un, je ne le romps pas, comme M. Valls. Donc, c'est pas possible. Donc, disparition des écrans. Après, la campagne reprend, on reprend le souffle, mais vous voyez bien le retard. Les sondages tombent à 2%, 1%, on vous dit circulez, il n'y a rien à voir, vous êtes fini, ne comptez pas, etc. Il faut reconquérir le terrain, pied à pied. Quelques émissions, ça va mieux, et élection fondamentale pour l'avenir du pays, c'est une élection décisive pour vous, pour nous tous, pour notre pays. Est-ce qu'on peut continuer 5 ans pareil? C'est dramatique. Bon. Eh bien, patatras, TF1 sélectionne 5 candidats et dit, voilà, j'ai un débat, et puis c'est comme ça. Écoutez, je suis désolé, si Poutine faisait ça en Russie, tout le monde crierait scandale, la Russie, antidémocratique, etc. Le CSA couvre TF1, tout ce petit monde s'entend, et ils sont ravis. Pourquoi ils sont ravis? Parce qu'en fait, la vie politique française tourne autour du trio infernal depuis 15 ans. Le trio infernal, 2 partis qui gouvernent pareil, puisqu'ils obéissent à Bruxelles, et qu'ils ont tout lâché. Et puis, le grand méchant loup, qui s'appelle le Front National. Le grand méchant loup permet aux 2 partis de rester, puisque les Français protestent avec le Front National, comme ils avaient protesté avec le Parti communiste après la guerre, qui est monté jusqu'à 30, 35, 40%, mais qui ne gagnait pas. C'est parfait pour le système. Comme ça, on se fait peur au premier tour, et au deuxième tour, les gens votent pour vous, et on repart pour la même politique. Il y a un moment, ça commence à péter. Et moi, pourquoi je refusais ce débat à 5? Parce que ce débat à 5, c'était le même folklore. C'était les mêmes, on recommence. Et les gens sont écœurés et disent quoi? Finalement, soit on va vraiment voter Front National parce qu'on en a ras-le-bol, et je pense que le programme du Front National est excessif, soit on continue avec les mêmes, mais alors c'est la déroute parce qu'ils ne changeront rien. Ce sont eux qui ont mis en place tout ce qui a été mis en place depuis 20 ans. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup tempêté, que ça a eu un petit écho. 14 millions
C'est un complot. 14 millions de vues, 14 millions de vues et plus. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que j'ai parti. On a dit que j'avais fait un coup, etc. Bon, c'était prémédité, mais je ne pensais pas que ça aurait cet écho. Cet écho, il est important. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une soif de démocratie dans notre pays. Combien de fois les gens dans la rue me disent on n'est plus en démocratie? Ça veut dire quelque chose. Donc, j'espère qu'il y aura un débat. Il y aura un débat le 4 avril à 11. C'est vrai que c'est pas évident à 11. D'ailleurs, on aurait dû être moins de candidats parce que les signatures ont été données au dernier moment par les grands partis à 2-3 personnes pour qu'il y ait plus de monde et que ça permet d'avoir l'air sérieux, les grands et les petits. Mais dans une campagne. Et puis, attendez, à 11, aux États-Unis, il y a eu des débats à 13. C'est compliqué. Mais on pourrait très bien organiser plein de débats. Vous tirez au sort, 5 d'un côté, 6 de l'autre, des duels. Vous savez, si on veut de la démocratie, on peut l'avoir. Ils ne veulent pas débattre parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise « Monsieur Macron, vous vous prétendez très neuf, mais c'est vous qui avez fait ça, la loi travail, la loi... » Non, expliquez-nous. C'est vous qui avez fait sauter les quotas laitiers. Monsieur Fillon, vous avez été tous les gouvernements depuis 20 ans, vous avez été Premier ministre, vous avez accablé les Français d'impôts à la fin du mandat de Sarkozy. Et vous voulez augmenter la TVA? Ils n'ont pas du tout envie qu'on pose ces questions. Ils restent dans leur jeu de rôle. Mais justement, dans une campagne comme celle que nous vivons, où l'on reproche un manque de débat de fond, alors est-ce que c'est la place d'un candidat à l'élection présidentielle dans une émission comme Touche pas à mon poste, par exemple? Oui, parce que vous la regardez, peut-être pas vous, mais beaucoup de jeunes. Et moi, je parle à tout le monde. Écoutez, mon problème, quel est-il? Vous savez, vous connaissez les yaourts de vache? Non, mais ça marche toujours quand je fais ça. Et je vous jure, c'est un très bon truc. Vous connaissez les yaourts? Qui connaît les yaourts de vache? Bon, mais parce que vous êtes des gens très évolués. Le yaourt de vache est de meilleure qualité que le Danone. Il est bien meilleur. Il est bien meilleur. Ça appartient à Danone maintenant? Bon, pas de peau. Mais on s'en fiche. Il est de meilleure qualité. Il était de meilleure qualité. Mais le yaourt de vache, il n'était pas mis dans les grandes surfaces, dans le bon linéaire. Il peut être le meilleur. Si on ne le connaît pas, ben on ne le vend pas. Eh bien, moi, je pense que je suis un yaourt bien meilleur que les autres. Et je pense que mon projet est beaucoup mieux. Non, mais je suis sérieux en plus. Je prends cette image, mais vous comprenez bien l'image. À partir du moment où tout est fait pour m'empêcher, parce que je sais qui a tramé l'affaire pour pas que je sois à TF1, parce qu'au début, on devait être 6. Et pourquoi on devait être 6? Parce que mon parti, c'est pas moi, a fait autant de voix que M. Mélenchon au régional. Autant de voix que M. Mélenchon. M. Macron, il n'a pas de parti. Donc j'étais dans les 6 partis de France, qui depuis 2009 sont à toutes les échéances. Donc je devais être dans les 6. Mais il y a eu une petite intrigue pour que, évidemment, un gaulliste social, républicain, ne soit pas là pour... Parce que sinon, ça fait que Mme Le Pen, elle n'est pas la seule grand méchant loup, et puis M. Fillon, il y aura quand même un autre à côté qui est différent. Et donc il a fallu qu'on enlève une personne. C'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que j'étais chez Hanouna. J'irai partout parce que quand il y a une injustice, on la crie. Et parce qu'il faut que les Français réagissent. Et je vais vous dire une chose. Les Français sont aussi en partie responsables de la situation du pays. Nous sommes responsables de la situation du pays. Parce que d'avoir une classe politique aussi mauvaise, aussi médiocre, aussi corrompue, c'est aussi un moment parce qu'on n'a pas réagi. Et donc mon boulot, c'est de réveiller les Français. Il reste 3 semaines, et je ne voudrais pas que les gens aillent à la pêche. Je veux qu'ils aillent voter. Je préfère qu'ils votent pour moi, mais même s'ils vont voter pour quelqu'un d'autre. Et donc, je vais chez Hanouna, j'irai partout où je peux pour dire votez, reprenez votre destin en main. Reprenez votre destin en main. Vous savez lire? Bon, il y a 11 candidats, il y a l'embarras du choix. C'est ça l'enjeu. Vous parlez justement... Coupez quand je suis trop long. Hein. Soyez plus fort. Donc justement, vous avez notamment parlé du grand méchant loup, comme vous venez de la caractériser, Madame Marine Le Pen. Vous-même, vous considérez comme un candidat anti-système. Vous déclarez notamment qu'aujourd'hui, les courants politiques sont usés. Et sur l'immigration, vous partagez des mots et des théories qui peuvent parfois rappeler les idées du Front National. Je pense notamment à un tweet de janvier 2017 où vous dites, en 2016, les socialistes compensent la baisse de natalité par l'invasion migratoire. Le changement de population, c'est maintenant. Dans votre discours, vous évoquez également l'UMPS, ou encore vous dénoncez les incapables, les corrompus, les technocrates de Bruxelles.
Ce discours semble faire écho à celui de Madame Le Pen et à celui évoqué par le Front National. Finalement, quelles sont vos différences avec elle? Alors, vous avez raison là-dessus. J'aime parfois faire un peu de provocation pour relancer la machine, parce que je sais comment marche le système médiatique. C'est comme ça. Ils ont besoin de ça pour vivre. Moi, j'ai besoin de parler aux Français. S'il y avait des émissions sérieuses, je ne le ferais pas, mais je suis bien obligé. Et puis, il y a parfois des faits qui méritent réflexion. Sur le faire du tweet, j'ai jamais parlé de remplacement de population, contrairement à ce qu'ont dit les médias. Mais j'ai simplement dit qu'un pays qui abandonnait une politique démographique qui était l'honneur de la France, qui a permis à la France d'avoir un renouvellement de génération, de payer les retraites, d'avoir de la consommation, d'avoir du dynamisme, parce que c'est la jeunesse qui fait le dynamisme. Attendez, je finis juste. Oui, pardon, allez-y. Quand vous dites le changement de population, c'est maintenant, vous oui, ne parlez pas d'un remplacement de population. C'est maintenant, c'était un petit joke vis-à-vis de Hollande. Ce que j'ai voulu, c'est un peu choqué, c'est évident. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est quand on a une natalité, un excédent naturel qui passe de 300 000 à 200 000 en 10 ans, et qu'en même temps on a des flux migratoires qui explosent, il y a un moment, dans un pays républicain où je suis profondément attaché à l'assimilation républicaine, je n'ai jamais eu la moindre parole, et on le sait bien, et chez nous il n'y a pas d'arrière-boutique, nous sommes gaullistes, social, républicains, je crois en l'assimilation républicaine. Eh bien, je constate, je suis élu de banlieue, que l'assimilation républicaine, elle ne marche plus. Je constate qu'on a des ghettos. Je constate qu'on divise les pauvres. C'est bien organisé. On fait venir des esclaves dans nos arrière-boutiques, dans nos arrière-cuisines, parce que c'est moins cher. On ne règle pas le problème de l'Afrique et du développement. Donc, il y a un moment, oui, j'ai voulu poser un problème qui est majeur. Et si on ne comprend pas que ce problème de la cohésion nationale est majeur, on va aller alors vers des vrais grands remplacements, c'est-à-dire des gens qui diront à un moment dehors. Et je ne veux pas de ça pour mon pays. C'est ma différence principale avec, pas le Front National obligatoirement, tout le Front National d'aujourd'hui. Parce que moi, je ne diabolise pas Marine Le Pen, je le dis très clairement, qui n'a rien à voir avec son père. Mais il y a une arrière-boutique, des gens que je n'accepte pas parce que je suis gaulliste, je ne suis pas identitaire, je ne l'ai jamais été, chez nous, il n'y en a aucun. Premier point. Deuxième point, il y a une grosse différence sur la manière dont on ferait le ménage. Moi, ce n'est pas une PME familiale, nous avons beaucoup d'élus locaux, il n'y a jamais eu le moindre scandale, il n'y a jamais eu la moindre difficulté, nous sommes des gens propres, honnêtes. Je pense que je peux rassembler. Et la preuve d'ailleurs, c'est que j'ai une forte popularité aussi chez des gens de gauche, chez des gens de droite et chez des gens du Front National. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye de poser les problèmes différemment. J'essaye de ne pas me cacher derrière mon petit doigt. Et oui, même si Madame Le Pen le dit, je ne m'interdis pas de le dire. Parce qu'il y a des choses où ce qu'elle dit, elle a raison. Et je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. En revanche, il y a des choses où elle a tort, il y a un mode de fonctionnement qui n'est pas le mien, et il y a un programme, notamment économique, qui me paraît pas sérieux suffisamment pour redresser le pays. Et donc, je pense que je suis, un bon équilibre entre la rupture, indispensable, et le sérieux et le rassemblement aussi indispensable. Parce que ce n'est pas en divisant le pays qu'on redressera le pays, c'est en rassemblant tous les Français. Et c'est ma marque de fabrique. Alors je sais que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Et je finis là-dessus. C'est parce que la presse, une certaine presse, pas tous, parce qu'il y a des très bons journalistes heureusement, et on en a besoin, une certaine presse et les partis politiques du système ont besoin de cette diabolisation pour survivre. Puisque personne ne vote pour eux, il faut qu'il y ait encore le truc, il faut éviter le Front National. Donc, un mec comme moi, qui n'est pas xénophobe, qui n'a aucun xénophobe chez lui, qui a toujours eu des propositions raisonnables, il faut bien l'assimiler à quelque chose. Et le patriotisme, c'est mauvais, c'est malsain, c'est dangereux. Et l'Europe, il faut la garder comme elle est, puisqu'elle sert leurs intérêts. Donc, il faut assimiler dans l'esprit du public que le mec, il n'est pas net. Et alors, parfois, je donne aussi, par mes provocations, un peu de carburant à ça. Mais il est vrai que je suis différent. Il y a des points communs, il y a des différences. Mais je pense qu'il faut pour la France un patriotisme humaniste, de bon sens, sérieux, qui remette le pays en marche, c'est le cas de le dire,
sans la compromission de celui qui a repris ce slogan. Donc certains candidats à la présidentielle comme vous n'hésitent pas à déclarer que l'immigration est la principale cause du terrorisme. Justement, nous allons maintenant parler d'un sujet central dans cette campagne, la sécurité. Donc vous voulez faire un service militaire mixte de 3 mois. Comment allez-vous le financer? Et en cette période tristement marquée par le terrorisme, n'est-il pas plus efficace d'allouer cette somme d'argent conséquente plutôt dans le renforcement des forces de l'ordre sur le terrain ou bien sur le renseignement intérieur par exemple? L'un n'exclut pas l'autre. C'est 2 mesures différentes. D'abord, ce n'est pas un service militaire. C'est un service civique de 3 mois, filles et garçons, où on passera en plus le permis de conduire, gratuit. Ça permettra d'attirer les jeunes. Mais quel est le prix? Il y aura un coût. Non, mais il y aura un système de... Comme je le fais dans ma ville, dans ma ville, je donne travail d'intérêt général de 15 jours en échange du financement par la ville de la moitié du permis. Et on a négocié les permis avec les auto-écoles à un prix abordable. Et sur 400 jeunes par an, d'une classe d'âge de 18 ans, une ville de 30 000 habitants, il y en a un bon tiers qui ainsi passe le permis en travaillant un demi-mois pour la ville. Donc ça veut dire qu'on peut faire un donnant-donnant intelligent. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je pense qu'on est une nation, que les parcours sont très cloisonnés, que le jeune des cités, il ne sort pas de sa cité, que le jeune bourgeois, il ne sort pas de sa bourgeoisie, que le jeune rural, il ne sort pas de chez lui. Je veux qu'on brasse un peu les générations. J'entends bien, M. Dupont-Aignan, mais quel sera le coût de tout cela? Mais il y a un coût, 2 milliards à peu près. Mais l'apport est considérable parce que le coût de la ségrégation sociale, il est gigantesque dans notre pays. Le coût de la perte d'espérance de la jeunesse, il est considérable dans nos quartiers. Je suis un élu de banlieue, j'ai 43 nationalités dans ma circonscription. Donc je sais de quoi je parle. Il y a toute une jeunesse extraordinaire d'origine étrangère et qui est française et qui se sent abandonnée. Et je veux absolument remêler tout ça. Et le service national civique est un moyen de mêler. Et on peut bien donner 3 mois de sa vie à son pays. Aller dans une collectivité, aller dans un hôpital, changer d'endroit, bouger, redécouvrir ce qu'est la France, ses valeurs, apprendre à vivre ensemble. C'est une affaire morale, ce n'est pas une affaire financière. Et puis, ça permettra d'avoir examen de santé, permettre d'aider la jeunesse qui a des difficultés, faire une nouvelle orientation professionnelle pour tous ceux qui sont en grande difficulté sociale, et puis passer son permis de conduire. Et il y aura une option militaire d'1 an pour ceux qui veulent s'engager davantage dans l'armée. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans la réserve, qui s'engagent dans nos armées, et c'est très important. Par ailleurs, il y a tout un programme, et c'est sur Internet, nda2017.fr, avec un tiret entre NDA et 2017, vous retrouverez sur les mesures financières, bien sûr pour la police, le changement de fonctionnement, le renseignement, et bien sûr, il faut réarmer le pays. Je veux revenir juste aux effectifs militaires de 2007. Monsieur Fillon a quand même supprimé 40 000 postes dans les armées. C'est une aberration, j'étais un des seuls à l'époque à protester. Monsieur Hollande, 20 000, on a 60 000 de moins. Il faut revenir au minimum à 2007, c'est-à-dire à 2% du PIB. C'est un effort collectif pour notre défense. Justement, pardon, je vous interromps. En manière de lutte contre le terrorisme, vous avez déclaré en novembre 2014 « Je propose qu'on rétablisse à Cayenne un centre de détention qui permette d'isoler ces fous furieux », en parlant des personnes qui revenaient de Syrie. Depuis, vous avez présenté vos excuses et reconnu, je cite, une erreur. Il a fallu que je m'excuse parce que nous sommes dans la pensée unique qui règne dans notre pays. Et je le comprends parce que j'aime beaucoup les Outre-mer, j'y vais souvent. Et je suis un des hommes politiques qui s'est intéressé le plus à l'Outre-mer pour le développer. Je comprends que les Guyanais étaient vexés et n'étaient pas heureux de ma déclaration, mais qui avait le mérite d'être clair. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde s'excusait face aux djihadistes, je disais... C'était quelle date d'ailleurs? Novembre 2014. Novembre 2014. Donc, mais avant on les retrouve attentats. Justement... Avant les... Donc je disais quoi? Ce qui s'est passé quand même, c'est que quand même on a des dingues, des fous, qu'on a élevés sur notre sol, qu'on a laissé endoctriner dans des mosquées salafistes, à qui on dit merci, des imams payés par le Qatar et l'Arabie Saoudite, et d'autres. Et c'est quand même à cause de ces gens-là qu'il y a eu 200 morts à Paris et à Nice. Donc il y a un moment où je dis simplement que des gens qui viennent nous tuer, eh bien je les exile. Alors, c'était mal choisi la Guyane. Depuis, j'ai trouvé mieux. Dans votre programme, les Kerguelen. toujours aujourd'hui. J'ai même regardé. Il y a tout pour les accueillir puisqu'il y a un camp scientifique parfait. Mais je plaisante pas. Non, mais attendez, vous riez. Mais est-ce qu'une société... Non, mais attendez. Une société et des dirigeants
non mais c'est très sérieux, qui acceptent dans leur tête que des barbares, des fascistes, car c'est une forme de fascisme, des fascistes leur tirent dessus, les assassinent sur notre sol, et qu'on ne réagisse pas, Mais monsieur, et qu'on ne réagisse monsieur pas. Dupont-Aignan, est-ce que vous Mais avez on n'est pas peur respecté Est-ce par que- ces gens-là. Ils ne nous respectent pas, l'État islamique. Ils Est-ce que- savent que la France est couchée, que la France est ectoplasmique. Est-ce que vous n'avez pas peur de créer un Guantanamo français? Mais On a vu Et alors l'efficacité de Guantanamo aux États-Unis. Guantanamo, ce qui est choquant, c'est l'absence de contrôle judiciaire. Ce qui est choquant, c'est la dérogation à l'état de droit. Mais entre le Guantanamo et ses excès, et la faiblesse française, qui s'apparente à de la lâcheté, à de la démission, vous savez, un peuple doit être respecté par ses adversaires. Et si j'avais été président de la République à cette époque, il n'y aurait pas eu 3 bombardements sur l'État islamique. Et nous aurions fait une belle alliance avec les Américains et la Russie pour en finir. Et nous n'aurions pas dépendu de certains milieux du Qatar et de l'Arabie Saoudite, parce que moi, je n'ai pas été invité à faire des conférences dans ces pays. Hein, et je n'ai jamais reçu un centime. Et je n'ai pas été en avion privé payé par des hommes d'affaires pour faire des conférences là-bas. Voilà. Donc, hein, c'est ça le problème de fond à un moment. Il faut quand même un moment qu'on ait quand même des dirigeants qui défendent le peuple français sans excès, mais qui disent on est respecté. C'est tout. Et l'État islamique, c'est un ministre israélien qui disait, il y a 6 mois, que si les puissances occidentales voulaient se débarrasser de l'État islamique, en 6 mois, c'était fait. Donc en 6 mois, vous éradiquerez l'État islamique. Oui, ça ne voudra pas dire qu'on y arrivera totalement. Parce que l'État islamique, avec le bazar qu'on a mis en Libye, avec cette aventure complètement folle qui a été faite, parce que M. Bernard-Henri Lévy a cru qu'il était ministre des Affaires étrangères et que quelqu'un l'a écouté, ce qui est quand même gravissime. Non mais c'est gravissime. On a semé le djihadisme dans toute l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, on ne sait plus comment faire avec la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et si ces 3 pays sont déstabilisés, c'est tout le continent européen qui va avoir de sérieux problèmes. Et dans mon livre, je réserve ma première visite d'État, dans les, je sais plus, 10 jours, pour les 3 pays, Tunis, Alger et Rabat. Car si on ne stabilise pas l'Afrique, le continent européen ira dans des convulsions terribles. L'Afrique va doubler sa population dans les 30 ans qui viennent. Doubler. 1 milliard de plus. L'Afrique est le continent, et vous qui êtes quand même dans le université, je ne sais pas comment on appelle, commerce, finance, je ne sais pas. Bon. Tout, gestion d'entreprise. Le marché de demain, c'est l'Afrique. Il y a un potentiel extraordinaire. Nous avons une jeunesse en France qui a une double culture, qui vient de ces pays. On a un atout extraordinaire et on laisse les Chinois s'emparer de l'Afrique. Mais justement, cette Donc, jeunesse... vous voyez que ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne qu'on a un rôle à jouer. Cette jeunesse avec une double culture, est-ce que votre discours ne la stigmatise pas? Pas du tout. Et je vais vous dire, dans ma banlieue, ça a beaucoup amusé, ça a fait peur à une journaliste de France 5 qui m'accompagnait, et un jeune très sympa que je connais bien, qui arrive vers moi. Je ne savais pas du tout qu'il était en ma faveur politiquement, parce que je les connais beaucoup depuis longtemps. Et qui dit à la journaliste, moi je l'aime bien parce qu'il veut des frontières. Alors la petite journaliste issue de Sciences Po qui arrivait et qui croyait aller avec un grand fasciste dans les quartiers. Issu de la même école que vous, donc. Comment? Issu de la même école que oui, vous, donc. Tout à fait. Mais je me suis soigné. Et puis, je vais vous dire, je ne renie pas du tout, j'ai tout appris. Mais ce que je veux dire, c'est que les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, et il y a quantité de Français musulmans qui n'ont rien à voir avec ces barbares et qui aimeraient être fermes. Il y a une fausse idée qui est très paternaliste, en fait, très paternaliste, de certains beaux quartiers parisiens. Comme si, parce qu'on était d'origine étrangère, on n'était pas des Français à part entière. On peut être français musulman et très patriote. Et il y en a beaucoup dans mon parti. Justement, l'immigration est également un sujet central dans votre projet. Mais on n'est pas identitariste. Voilà, c'est une différence. On peut contrôler ses frontières, mais ne pas vouloir d'identitarisme. On est égaux, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine. Mais on est tous français et on doit défendre notre pays. Et donc vos positions sur le sujet sont assez radicales. Vous dénoncez en effet, je cite, une invasion migratoire. Vous avez d'ailleurs échangé à ce propos lundi sur France Inter, alors que Patrick Cohen vous annonce que, je cite, « La France est un des pays de l'OCDE qui accueille le moins d'immigrés ». Vous lui avez répondu « C'est votre choix ». Et donc face aux chiffres officiels, vous avez déclaré « Eh bien moi, j'ai une autre vision des choses. Comme beaucoup de Français,
Il suffit d'aller dans nos hôpitaux, partout dans notre pays, tout le monde le ressent. Mais parce que tout le monde... Notre question est simple. Peut-on gouverner un pays avec son ressenti oui, ça, c'est plutôt qu'avec des statistiques officielles? Mais les statistiques officielles, ils ne veulent pas voir la réalité des statistiques officielles parce que sur l'excédent naturel, ils oublient les expatriés français. Alors ils disent il y a un solde de 30 000 entre ceux qui arrivent et qui partent, mais ils oublient qu'il y a 120 000 Français qui s'expatrient chaque année. C'est tellement facile. Et donc, les chiffres, on leur fait dire n'importe quoi. Mais simplement, ce que je dis, et il suffit d'aller dans un hôpital pour dire que notre système républicain n'arrive plus à assimiler. Et moi, je veux que les Français, quelle que soit leur origine, qui sont Français, je veux que les jeunes de mes quartiers, ils aient du boulot. Je veux qu'ils aient un avenir. Et il n'y aura aucune cohésion sociale si on continue ce flux migratoire non contrôlé. Mais les flux d'entrée annuels sont inférieurs à 0,5% de la population totale en France. C'est les chiffres de l'OCDE. Non, les chiffres de l'OCDE, c'est pas ça. Regardez les chiffres précis. 2013, c'est sur mon site internet. Nous avons regardé les chiffres de 2016, pas de 2013. Non, parce que les derniers, rien n'a été publié sur les chiffres d'expatriation depuis 2013, comme par hasard. Rien. Et les derniers chiffres complets, et après on en finit sur les chiffres, vous irez voir par vous-même, les derniers chiffres complets datent de 2013. Parce que c'est un tabou, parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Et moi je vous dis que si on veut garder la cohésion nationale, garder notre mécanisme d'assimilation républicaine, faire en sorte qu'un petit des quartiers ait la même chance de devenir avocat, d'ailleurs on ne parle jamais de ceux-là, on parle toujours de ceux qui ont des problèmes, on ne parle jamais de ceux qui réussissent, qui quittent les quartiers. Et en Seine-Saint-Denis, je me souviens très bien, j'étais dans un café en Seine-Saint-Denis où j'étais très bien accueilli à la grande surprise des journalistes. Et tous m'ont dit, responsables associatifs, m'ont dit si vous voulez que la Seine-Saint-Denis s'en sorte, il faut arrêter l'immigration clandestine. Parce qu'on ne peut pas permettre à nos jeunes de s'en sortir s'il en arrive toujours plus et que le système est débordé et que la seule solution des socialistes a été de dire allez on baisse au niveau à l'école comme ça il n'y aura plus de problème. Mais c'est pas comme ça qu'on aide les gens défavorisés. C'est pas comme ça qu'on aide à s'intégrer. Et il y avait plus d'ascenseur social il y a un siècle qu'aujourd'hui dans notre pays. Alors qu'on ne me fasse pas des grandes leçons de républicanisme pour des gens qui vivent dans le 16e et qui font des émissions de radio et qui n'ont jamais vu une banlieue depuis 20 ans. Hein, ça me fait doucement rigoler. Donc, Monsieur Cohen, qui reparte un peu voir dans la banlieue ce qui se passe, au lieu de rester à Paris. Mais oui, mais j'en ai marre de ces... Mais vous n'imaginez pas, ils vivent entre eux, ils ne voient pas ce qui se passe. Et on est suspect, dès qu'on dit un mot, on est des grands... mais c'est insupportable. Donc je maintiens, pardonnez-moi, je finis parce que je suis très en colère là-dessus. Vous trouvez que c'est normal que sur les bretelles d'autoroute, quand vous allez à Roissy, quand vous allez chez moi, il y ait des tentes avec des roms dedans? Vous trouvez normal que dans ma forêt de Sénart, à côté, des filles de 12 ans soient prostituées par des mafieux et que le préfet négocie avec les chefs mafieux de ces camps de Roms? Vous trouvez ça, c'est la République, tous ces belles âmes? C'est ça la réalité de notre pays. Donc moi je crois en la République et j'estime qu'il y a des règles et qu'en France, quand on arrive en France, on respecte des règles. Et l'État négocie avec des chefs mafieux, des mafias roumaines dans notre pays, mais je vous le jure que c'est vrai. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Donc je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas l'exploitation, je n'accepte pas cela, et j'estime que dans une république, oui, la représentation nationale décide en début d'année, comme au Canada, du nombre d'étrangers qui vont arriver sur notre sol, des nationalités, des quotas, et puis on ne va pas passer la soirée là-dessus, des quotas, et puis à un moment, on dit voilà, on peut accueillir tant de personnes, et puis les demandeurs d'asile, et que les demandeurs d'asile soient bien accueillis. Et je vous jure que ça marchera. Et ce n'est pas la fermeture, c'est un pays normal. Justement, mais si on peut parler autre chose que de l'immigration, voilà, tout à fait, ne passons pas la soirée là-dessus, on a bien compris vos positions, je tiens à le rappeler. Assez radicales. Mais non, pas radicales. Je propose passons à un autre le nombre sujet d'immigrés central. qu'il y avait sous Jospin Chirac. 100 000 par an. C'était pas le fascisme intégral sous Jospin Chirac. Passons à un autre sujet central de cette campagne, si vous voulez bien, la moralité de la vie politique. Ah oui, vaste débat. Justement, à ce propos, le 27 mars, lundi aussi, le même jour que France Inter, le Parisien révèle que depuis 2013, 327 000 € de votre réserve parlementaire ont été reversés à la mairie de Hyères, dont vous êtes donc vous-même maire. Donc certes, ce n'est pas tant que ça, comme vous l'avez déclaré. Mais de plus, c'est votre femme qui est votre assistante parlementaire depuis 20 ans. Oui. Bien que vous ayez souligné qu'elle travaille réellement et beaucoup, ce dont nous ne doutons pas, la morale étant au cœur de cette élection, est-ce que vous ne pensez pas que ces deux situations peuvent mener à des conflits d'intérêts et que potentiellement elles devraient être interdites par la loi? Alors, deux choses.
distinguons les choses. Sur ma femme, moi, je ne l'ai jamais cachée. Parce qu'elle bosse. Et elle était avocat. Elle a bossé 6 mois pour moi au début de après l'élection, en disant je t'aide 6 mois. Et ça a continué. Il y a 3 assistantes parlementaires, parce que je l'ai dit très publiquement, et tout le monde le sait. 3 assistantes parlementaires, avec une rémunération partagée en 3. Ça a toujours fonctionné. On ne m'a jamais attaqué pour une simple raison. C'est que tout le monde voit son boulot. Il y a un ordinateur avec des centaines de milliers de mails depuis 20 ans. Et j'ai eu des combats difficiles. Le PS, le Front National, l'UMP contre moi. Personne ne l'a jamais attaqué parce qu'elle bosse. Le problème de fond, c'est le caractère fictif des boulots. Vous pouvez avoir une copine, un copain, un cousin, un salarié même qui ne travaille pas. Le problème, ce n'est pas le caractère familial. Alors, en revanche, à partir du moment où il y a eu les abus que vous connaissez, moi j'ai dit, parce que je suis tout à fait lucide, qu'il fallait arrêter. Puisque les Français, à juste titre, se disent, ils utilisent leur famille, etc. Mais je peux vous assurer que d'ailleurs, pourquoi souvent il y a des membres de la famille, c'est qu'ils travaillent hors de tout respect du droit du travail, beaucoup plus que les horaires de travail d'un assistant normal. Et c'est d'ailleurs le problème dans l'autre sens. Donc, et moi, on reproche à ma femme de trop travailler, d'être trop influente. Donc, mais je comprends que c'est choqué. Mais je trouvais ça dégueulasse, je vous le dis franchement, d'être accusé de quelque chose qui n'est pas, parce que certains s'étaient mal conduits. Et c'est pas parce qu'il y a des chauffards sur la route que tout le monde est suspect d'être chauffard. Je ne l'accepte pas. Et moi, de toute ma vie professionnelle, fonctionnelle, si je puis dire, c'est pas une profession, je n'ai jamais eu la moindre problème et je n'accepte pas. Quant à l'article du Parisien scandaleux, mais scandaleux de scandaleux, décidé à faire l'amalgame, je n'ai rien fait de choquant. J'ai 5 villes dans ma circonscription. J'affecte une réserve parlementaire. D'ailleurs, j'ai été privé de réserve parlementaire pendant 15 ans parce que je n'étais pas obéissant. Et grâce aux socialistes, il y a eu la même réserve. Vous savez, c'est un crédit de 150 000 € qui est au ministère de l'Intérieur et sous contrôle du ministère, on l'affecte à des projets de collectivités ou des associations. 83% de mon crédit, mais ça, c'était pas dans l'article. Vous voyez, le côté vicieux de l'article. 83% de mon crédit versé aux associations est versé à des associations hors de ma ville. 83%. Et ça, c'est pas dans l'article. Et c'est là où vous posez des questions sur certains articles. Parce que s'ils avaient été honnêtes, ils l'auraient mis. Et sur les projets des communes, 50% à ma ville. Et pour une raison très simple, c'est que les villes voisines, je suis obligé de cofinancer les projets. Et je fais un appel à projets tous les ans. Et évidemment, ceux qui ne sont pas très sympathiques politiquement n'ont surtout pas envie que je cofinance un projet. Et donc, je cofinance la moitié dans ma ville, qui d'ailleurs représente 40% de la population ou 30% de la population. Donc, il n'y a rien de choquant. Mais ça m'a blessé, vous ne pouvez pas savoir, car j'ouvre le journal et je vois marqué, ça peut s'apparenter à un conflit d'intérêts. Les bras m'en tombent. C'est quoi un conflit d'intérêts? Ça laisse penser aux gens que j'ai pris de l'argent pour moi et tout. Mais c'est dégueulasse. Mais j'avais envie de pleurer quand j'ai lu ça. Parce que si vous voulez, c'est toujours cet aspect. Il y en a un qui se fait payer des costards, qui reçoit des montres, enfin, des choses qui me paraissent choquantes. Et après, tous les hommes politiques sont des voyous, des pourris. Et donc, je dis, oui, de toute façon, je me défends, je dis attention à ne pas salir les gens. Moi, j'ai toujours envoyé les cadeaux dans ma ville. Voilà. Mais sur les emplois familiaux, il faudra les supprimer parce que ce n'est pas accepté. Mais il faudra veiller à ce qu'ils n'emploient pas leurs copines à défaut de leurs femmes. Pour ceux qui ont des copines, ce n'est pas mon cas. Donc maintenant, dans un registre bien plus léger, si vous le voulez bien, nous allons vous proposer un petit jeu. On n'a pas parlé économie et sociale. C'est dommage. Non. Parce que c'est un point fondamental du pays. On va en parler ou pas? Ou c'est fini? Non, ce n'est pas fini, mais juste avant un petit jeu. Non, il y a un petit jeu, c'est pour faire un entracte. Donc nous allons vous donner 2 propositions et vous devrez en choisir une. Tac au tac. Très bien. Donc par exemple, si je vous dis Brigitte Bardot ou Frigide Barjot, vous répondez? Oh, Brigitte Bardot. Intégration ou assimilation? Assimilation. Catégorique. Pour que la France soit la France, il faut l'assimilation parce que c'est l'égalité républicaine. Sinon, on passe dans la juxtaposition et on finit dans le ghetto américain. Au deuxième tour, Macron ou Le Pen? Je suis candidat pour éviter ce deuxième tour catastrophique. Mais si vous deviez choisir? Mais je ne choisirai pas puisque je serai au deuxième tour.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde d'autre? À force, on commence à avoir du métier. Qu'est-ce que je voulais que je vous réponde? Légalisation ou dépénalisation? Bah, c'est la même chose. Légalisation, Ou dépénalisation? bah, c'est quasiment pareil. Ce n'est pas la même chose. Bon, Tout à fait. c'est pas un vrai choix. Donc, Bon, c'est déjà quasiment dépénalisé. Mais c'est un vrai problème. Je pense qu'il ne faut pas envoyer le signal de la légalisation, sincèrement. Pour autant, la situation actuelle est d'une hypocrisie monstrueuse, puisque nous acceptons qu'un pays ami de la France, le Maroc, fournisse la France. Et que donc ce sont les bandits qui profitent de ce trafic. Les bandits, je ne parle pas du pays, ça fait vivre des agriculteurs, mais ça fait vivre la mafia. Et donc, on ne peut pas rester comme ça. Moi, je serais plutôt pour une politique beaucoup plus virulente contre les trafiquants et contre les gros trafiquants. d'accord, très bien. TF1 ou C8? Ceux qui m'invitent. Votre meilleur souvenir, à Sciences Po ou à Dauphine? Franchement, à Sciences Po, parce que j'ai passé plus de temps. Non, mais vous voyez, je ne suis pas démago. Si j'étais démago, je vous dirais Dauphine. Mais donc, je ne suis pas démago. Donc, à Sciences Po, parce que j'ai passé plus de temps. Et à Dauphine, j'étais en transit. Mais j'ai bien aimé les moments que j'ai passés ici, sincèrement. Debout la France ou Nuit debout? Si j'avais 20 ans, peut-être que j'aurais été place de la République. Parce que je suis un côté un peu rebelle. Mais debout la France, bien sûr. Mais vous savez, je vais vous dire, moi, j'ai toujours de l'affection pour les gens passionnés. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent. Et j'estime que surtout quand on a 20 ans, si on ne s'engage pas à 20 ans et si on n'est pas un peu aventuré à 20 ans, on le devient plus en vieillissant. Donc en fait, moi, je devais être trop sérieux à 20 ans et je suis de moins en moins sérieux à mesure que je vieillis parce que je vois que la vie est courte et donc j'ai envie de vous dire, profitez-en et allez au bout de vos aventures. C'est facile à dire quand on a fait sa vie à moitié. Mais quand même, soyez plus aventureux que je ne l'ai été à votre âge. Et enfin, dernière question. Donc, la ville dont vous êtes maire, hier ou demain? Ah, très bonne. On me l'a fait, mais elle est un peu lourde. Hein. C'est du niveau Hanouna, là. Hein. Bon. Demain. Ça sera un autre jour. Autre question. Bon, vous pouvez progresser, là. Hein. Mais c'est pas mal. On n'a pas encore le niveau de Cyril Hanouna, alors. Non, mais vous savez... Non, mais si vous m'aviez accueilli avec une marguerite sur la tête... Donc, parlons, si vous le voulez bien, d'un secteur Allez, soyons sérieux. Qui touche directement la grande majorité des personnes ici ce soir, l'enseignement supérieur. Vous avez donc vous-même été étudiant dans cette université. Quels souvenirs gardez-vous de Dauphine? De certains profs, de certains élèves, et de certains cours. Mais moi, pendant que j'étais à Dauphine, j'avais besoin d'argent. Et donc, j'écrivais un bouquin pour un homme politique que je ne citerai plus. Et donc, j'écrivais beaucoup pendant les cours de marché financier auxquels je ne comprenais pas grand-chose puisque je n'avais pas de formation mathématique. Et donc, j'écrivais le bouquin. Donc, je me souviens avoir écrit un bouquin à Dauphine. Et à la fin, j'ai eu de justesse ça s'appelait un DESS, je ne sais pas ce que ça voulait dire d'ailleurs. C'est master maintenant, mais ça voulait dire quoi? Diplôme d'études, je ne sais pas quoi. Manifestement, vous ne gardez pas l'esprit de synthèse cher au nombre de mathématiciens à Dauphine. Mais moi, j'ai beaucoup aimé pour autant. Allez. Donc, aujourd'hui, l'enseignement supérieur en France est-il de grande qualité encore, ou pouvez-vous nous exposer de manière brève vos mesures pour améliorer les conditions et la qualité de l'enseignement supérieur? Alors, je vais vous surprendre. Je pense que le problème de la France, c'est son enseignement primaire, secondaire. Et parce que si la base de la pyramide n'est pas solide, le sommet ne peut pas l'être. Et moi, ce qui me terrifie aujourd'hui en France, c'est le cloisonnement social, c'est l'absence de méritocratie, c'est le blocage toute une jeunesse parce qu'elle n'a pas la chance d'avoir des bourses qu'il faut, parce que l'injustice qu'il y a dans notre pays en termes de promotion sociale est monstrueuse. C'est une dégradation. Et c'est une dégradation aussi parce que c'est
à la fois une espèce de charité paternaliste pour les élèves de primaire et de secondaire. En gros, on ne met pas l'exigence qu'il faut, qui est l'exigence de la vie, du progrès, et on n'aide pas les enfants, notamment les plus défavorisés, à se hisser. Et je crois à la République pour ça. C'est pour ça que je veux garder un système d'enseignement unique, à la différence de M. Macron et de M. Fillon, car l'autonomie des établissements scolaires, ça sera le système à l'américaine, à l'anglo-saxonne, avec les bons établissements et les mauvais. Moi, je ne veux pas de ça, et j'ai confiance dans le corps enseignant, et je crois beaucoup à la méritocratie et à la transmission des savoirs, avec des systèmes de bourses pour aider les jeunes à sortir de leur milieu. Ça, c'est le premier point. Je passe. Sur l'enseignement supérieur, je pense qu'on va trop vers une marchandisation de l'enseignement supérieur. Je suis scandalisé qu'on fasse payer les passages des concours. Je trouve ça scandaleux de scandaleux. Je suis hostile au... Alors c'est mon côté pas du tout libéral, désolé. Je suis hostile au paiement trop cher des universités. Je suis hostile à ce système de sélection par l'argent. Je crois qu'il faut un système d'enseignement public. En revanche, je ne suis pas hostile à une sélection. Et je pense que c'est dommage qu'on arrive à la sélection par l'argent, alors même qu'on devrait assumer la sélection à partir d'un moment après le bac. D'abord réhabiliter le bac et le relever le niveau. C'est pas faire injure, hein, mais le relever progressivement, ça va prendre du temps. Hein. Faut tout reconstruire. Hein. Formation des enseignants compris d'ailleurs en plus. Donc je peux vous dire qu'il y a du boulot. Hein. Il faut inventer un Jules Ferry moderne. Hein. Et puis il faut rebâtir tout le système éducatif, retrouver une exigence publique, et puis après que le bac soit un vrai diplôme, et puis ensuite, jusqu'en licence, qu'on commence à sélectionner quand même un peu plus... Voilà, faut éviter que tout le monde fasse psycho, quoi. Voilà. Mais je peux pas le dire, il y a une caméra, c'est emmerdant, parce que... Mais je veux pas me fâcher avant les élections. Mais il faudra bien un moment... Je préfère une sélection par le savoir à une sélection par l'argent. Et je trouve qu'en ce moment, comme on n'a pas de sélection par le savoir, on tourne à une sélection par l'argent, ou par un mélange des deux. Par ailleurs, il faut un plan universitaire pour qu'il y ait des locaux corrects, qu'on mette de l'argent qu'on ne met pas. Et vous le savez, on met plus d'argent dans notre système scolaire, c'est ça qui ne va pas du tout, primaire, secondaire, que la moyenne des autres pays, et on met moins d'argent dans les universités que la moyenne des autres pays. Et on a paradoxalement quand même des universités qui tiennent bien la route, mais avec un déchet considérable, et un gâchis humain considérable. Et derrière ce gâchis, et cette sélection mal organisée, en fait, c'est à la fin des jeunes filles et des jeunes garçons qui n'ont plus confiance en eux et qui savent plus ce qu'ils vont faire et qui sont frustrés. Donc le système actuel ne va pas. Pour autant, je ne suis pas pour un système à l'américaine, voilà, pour être clair. Il faut trouver un juste milieu. Et puis, il faudra mettre les crédits qu'il faut. Mais je reviens à l'aspect économique, pardonnez-moi. Oui, justement, parce que avec puisque les autres, depuis tout à l'heure, ma différence avec les autres, c'est la relance productive. Justement, oui, parce que si on ne fait pas la relance productive... Vous nous exposez de nombreuses mesures, mais dépensières. La plupart d'entre elles sont très coûteuses. Qui Bien paye sûr. Comment? Eh bien, je vous demande une minute d'attention. Si vous avez compris ça, vous voterez pour moi après. Ou du moins, si vous ne votez pas pour moi, c'est que vraiment, vous n'avez pas envie. Politiquement. Depuis 20 ans, toute la politique dictée par l'Union européenne et par nos dirigeants, c'est une politique malthusienne, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la mondialisation. Il y a une confusion, et vous êtes suffisamment ouverts sur le monde pour savoir que la mondialisation, c'est l'agilité, la rapidité, les réseaux. Ce n'est pas la théorie des grands ensembles. Et que l'Union européenne a été bâtie à la fin, au milieu du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, et n'est pas du tout adaptée à la mondialisation d'aujourd'hui. J'insiste là-dessus. Une nation comme Singapour, une nation comme la Corée du Sud, une nation comme l'Islande, la Grande-Bretagne l'a compris avec le Brexit, dans la mondialisation peut tirer son épingle du jeu si ils sont agiles, rapides, en réseau et qualitatifs. Et nous, on est dans un ensemble bureaucratique et financiarisé mauvais, qui nous tire vers le bas, qui nous empêche, c'est comme un boxeur qui aurait les mains liées. Nous devons, pour affronter la mondialisation, retrouver notre liberté de manœuvre. Et là, on peut, un pays comme la France, ingénieux, avec un savoir, avec une des meilleures capacités scientifiques, si on est libre dans nos mouvements, être agile dans la mondialisation et faire une politique de relance productive. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est à nous de prendre les armes des autres. Quand je vais chez Hanouna, je prends les armes de l'adversaire. Quand je quitte le plateau de TF1, je prends les armes de l'adversaire. Je suis David contre Goliath.
Eh bien, la France, dans la mondialisation, doit être le David contre Goliath. Nous avons tout pour le faire. Nous avons la première destination touristique du pays. Nous avons une très bonne capacité scientifique. Nous formons de très bons étudiants qui partent, qui s'expatrient. Parce qu'on a une politique malthusienne. Je veux une relance productive. Ça veut dire quoi? C'est mon idée d'utiliser la fiscalité française, et Dieu sait si elle est importante, pour baisser massivement les impôts sur les productions en France. C'est l'idée d'utiliser toutes les marges de manœuvre de l'OMC. Ma différence avec Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen va trop loin dans le protectionnisme, notamment avec sa taxe des 3%. Sa taxe des 3% en soi, elle n'est pas idiote, sauf que les autres vont mettre la même. Moi, j'utilise tout ce qu'utilisent les États-Unis, la Corée, le Japon, tous les pays qui sont dans l'OMC. Quand, donc, baisse de l'impôt sur les sociétés de moitié, super bonus fiscal quand vous investissez en France. Deuxième mesure fondamentale, 75% des achats publics réservés à des entreprises qui produisent en France. Oh, Bruxelles s'époumonne, totalement contraire à la réglementation européenne. On n'en a rien à faire. Quand vous vendez un TGV à New York, les États-Unis exigent 99% aux États-Unis. Quand vous vendez des Airbus aux États-Unis, les États-Unis exigent la construction d'usines Airbus. Quand vous vendez des Peugeot à la Chine exige des usines en Chine, et même le centre de recherche qui a été transféré des Hauts-de-Seine en Chine. Et nous, comme des dingues, on laisse tout partir. On laisse partir nos savoirs, nos ingénieurs, notre capacité scientifique. Et comme des dingues, on a une politique monétariste complètement récessive qui nous oblige à emprunter aux banques privées qui sont financées par les banques centrales à 0%. Et on donne le produit de nos intérêts des banques privées. Alors que le Japon monétise, que l'Angleterre monétise, que les États-Unis impriment des billets. Ils n'ont rien compris à la mondialisation. Ils n'ont rien compris à la dynamique libérale, qui n'a rien à voir avec le libre marché qu'on vous apprend d'Adam Smith en première année à la con, d'études économiques pour faire des bons petits penseurs uniques, du bon petit libéralisme français, l'oligarchie qui s'en prend plein les poches en croyant en faisant du privé. Ça n'a rien à voir. Les Américains et les Chinois sont en train de conquérir le monde par la planche à billets, par les entreprises d'État, par la triche sur toutes les règles du libre-échange. Et nous, on applique docilement des règles stupides. Alors, pourquoi je veux cette relance productive? C'est pas non plus pour raser gratis comme Le Pen ou Mélenchon, la retraite à 60 ans, le SMIC à 2000 €, évidemment, ça on peut pas. Mais en revanche, il faut tout faire pour qu'on reproduise en France. Si vous relocalisez 1 million d'emplois en France, et c'est possible, eh bien, vous n'avez pas de problème de retraite. Vous n'avez pas de problème de sécurité sociale. Vous n'avez pas de problème pour investir et créer des amphithéâtres pour que les gens n'aillent pas dans la rue pour étudier, point. Il faut arrêter cette culpabilisation des Français qu'on a fait. J'économise 8 milliards sur l'Union européenne. Il n'y a aucune raison de donner chaque année 8 milliards pour nourrir les travailleurs polonais et l'État polonais qui nous envoie des travailleurs qui ne payent pas de charges sociales en France. Et pour délocaliser nos usines en Pologne. Je vous rappelle que la Pologne n'a pas l'euro et a dévalué le zloty de 20%. Pas con. Bon, ils prennent l'argent, ils ont reçu 80 milliards en Pologne, très bien pour eux, c'est intelligent. 80 milliards en 10 ans. Nous, on a perdu 60 milliards en 10 ans. C'était normal d'aider la Pologne au lendemain de la chute du mur de Berlin. Je ne suis pas un horrible bonhomme. Bien évidemment, à la chute du mur de Berlin, il fallait aider ces pays. Mais maintenant, il n'y a aucune raison que la France donne 8 milliards par an. Je récupère cet argent, je le donne aux petits retraités. 100 € par mois pour 6 millions de retraités, pour relancer la consommation. Je gagne 16 milliards à la fin de mon quinquennat par an sur les intérêts d'emprunt. Les emprunts d'État seront faits à la Banque centrale à 0%. Il n'y a pas besoin de passer par la banque privée pour emprunter directement, puisque la Banque centrale prête 1000 milliards. La Banque centrale européenne prête 1000 milliards par an aux banques à 0%. Pour la France, c'est 180 milliards. Alors quand on me dit oui, vous allez faire de l'inflation, ben elle ne fait pas de l'inflation, la Banque centrale européenne. Elle prête 180 milliards par la Banque de France à des banques privées à 0% qui vont nous reprêter à l'État. Napoléon a créé la Banque de France pour prêter à taux zéro. Ça a duré jusqu'en 1973. On a fait la reconstruction, De Gaulle a fait la reconstruction avec ça. Si vous avez Airbus, Ariane, TGV, nucléaire, c'est parce qu'il y a eu une vision, une stratégie publique. Et donc moi je veux retrouver, j'économise 16 milliards à la fin, 4 milliards la première année, ça monte en puissance à mesure du remboursement de la dette. Troisième point, je lutte contre la grande fraude fiscale internationale, l'escroquerie à la TVA, 40 milliards d'euros qu'on peut récupérer. Les États-Unis le font. Ils mettent en prison les avocats véreux qui se présentent à la frontière. Ils n'hésitent pas. Et ils le font. Ils défendent leurs intérêts. Voilà. 40,
8, 16. 70 milliards, 60, on arrive à plus de 70 milliards si on taxe les données, si on arrête avec le Luxembourg, cet État voyou qui est en train de tout prendre. Il y a un moment, ça suffit. L'argent, on peut le récupérer. Et on baisse les charges sur les PME. On baisse les charges sur ceux qui investissent en France. On lance des programmes de recherche. Et vous verrez que la France, elle va repartir. Et vous ne vous expatrierez pas à Singapour, à Hong Kong ou à New York parce que vous aurez envie de bosser pour votre pays, même si c'est bien d'aller à Singapour, Hong Kong et New York 6 mois, 1 an, 2 ans. Je crois qu'on toujours bon. Je crois qu'on a bien J'ai compris. été trop long. Voilà. C'était une façon élégante de me dire coupez. Mais je veux vous faire passer cette idée, mais c'est fondamental, qu'on vous a aliéné mentalement et que la mondialisation, c'est une bataille des nations. C'est pas la guerre avec des avions militaires, c'est la guerre avec des entreprises. Je pense qu'il est clair maintenant pour tout le monde que le renfermement de la France sur elle-même réglerait ses problèmes. Vous avez rien compris, justement. C'est la caricature. Vous n'avez rien compris. En quoi... Attendez, je veux vous le dire une chose. Peut-être que dans ce cas-là, c'est le côté du discours qu'il faut revoir, mais peu importe. Maintenant, nous allons passer aux questions du public, si vous voulez bien. Je veux vous répondre. On n'aura pas le temps, vous n'aurez pas le temps de répondre au public. Et je répondrai à travers le public. Voilà. Donc, si allez, le public a des questions, et il est quelle heure, d'ailleurs? levez la main. Combien de temps on a? Allez, 20 minutes? Parfait, 19h30. Parce que moi, je serais resté, mais en même temps, il faut que je prenne soin de moi. Comment? Oui. Très bien. Alors, question. On groupe 3 questions par 3 pour pas que je sois trop bavard. Allez-y. Oui, bonsoir. En fait, moi, j'avais une question relative à l'Europe. Donc, en fait, vous êtes contre l'idée de Marine Le Pen de sortir complètement de l'Europe. Mais comment vous voulez faire pour réformer l'Europe tout en y restant et, enfin, entre guillemets, prendre ses distances tout en gardant en restant dans l'Europe? Très bonne question. Je vais vous répondre après la deuxième. Non, on en groupe parce que sinon, j'ai danger de me répéter et puis d'être trop long. Bonjour, monsieur Dupont-Aignan. Si vous étiez élu président de la République, oui, c'est moi qui vous parle. Si vous étiez élu président de la République, de qui votre gouvernement serait-il composé? Est-ce que ce serait plutôt des gens de gauche, de droite? Parce qu'on a du mal à comprendre, en fait. Je pense qu'on a quand même besoin d'avoir une visibilité sur l'avenir du gouvernement, de l'exécutif, parce que un exécutif, c'est un président de la République, mais c'est aussi des ministres. Et tout à fait. Voilà, j'aurais aimé avoir... Rassurez-vous, vous n'aurez ni Châtel, ni Woerth, ni... je ne sais pas, qui d'autre. Bon. Voilà. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. J'ai une question qui rejoint celle qui a été posée précédemment concernant l'Europe et qui concerne votre politique énergétique, puisqu'il y a des traités qui régissent notre politique énergétique. Comment vous pouvez promouvoir les énergies renouvelables, le mix énergétique, tout en négociant avec l'Europe et avec les traités? Même question qui s'applique pour les marchés publics, parce que c'est cela que vous citiez tout à l'heure, en disant qu'on s'en fout. J'en suis pas convaincu, donc convainquez-moi. Merci. Très bien. Eh ben, ça fait 3 questions. La troisième ressemble à la première, donc je vais y répondre globalement. La position est très simple. Mais je comprends qu'elle soit difficile à comprendre. C'est d'abord, la France dénonce unilatéralement tous les traités. C'est-à-dire dit, moi je ne joue plus avec ces règles. Elles sont contraires à l'intérêt national. Ensuite, on suspend l'application de certains traités qui menacent nos intérêts vitaux. Travailleurs détachés, Schengen, et respect des obligations de non-concurrence déloyale, c'est-à-dire, par exemple, l'affaire des achats publics. Et voilà, il y a eu un bouleversement en France, moins grave qu'une révolution, mais tout aussi important. Et on fait exactement ce que le général de Gaulle avait fait avec l'OTAN. On envoie une lettre à nos partenaires avec une proposition de renégociation. Et ce traité alternatif, il a été rédigé. Mon parti l'a rédigé. Il est sur mon site internet, vous pouvez le lire. Pour une Europe des nations libres et des coopérations concrètes. Et on se donne 6 mois pour renégocier. Et on dit à nos partenaires, vous avez eu le Brexit, si vous ne cédez pas,
Et si on ne trouve pas un accord dans les 6 mois, il y aura le Frexit. C'est ça où on s'en va. C'est clair. Et je l'ai écrit. Et j'ai même raconté le sommet de Fontainebleau. Hein? Et vous verrez, c'est amusant. Parce que ça ne sera pas de la tarte. Mais quand le général de Gaulle a fait la politique de la chaise vide, vous n'étiez pas né, moi non plus, quasiment. Mais il a créé la plus belle politique européenne, la PAC. C'est après 6 mois de bataille où il a dit la France se retire du traité de Rome. Le traité de Rome est signé en 1957, il arrive au pouvoir en 58, et puis en 64, 66, il y a la tendance, ça y est, à la majorité, c'est-à-dire la technocratie qui l'emporte, avec des intérêts notamment de l'Allemagne, et il dit stop, stop, chaise vide, je ne joue plus. Et il renégocie tout. Et puis quand il s'en va, évidemment, ça recommence. Madame Thatcher, quand elle a dit « je veux ma monnaie, my money, I want my money back », elle a tout paralysé, elle a tout arrêté. Puis elle a dit « c'est fini, moi j'applique plus rien ». Eh bien ils ont tous cédé. Monsieur Kohl, Helmut Kohl, qui était un grand président pour l'Allemagne, parce qu'on dit que je suis anti-allemand, pas du tout, je respecte l'Allemagne, mais j'ai pas envie que l'Allemagne décide pour la France. C'est quand même normal. Et la France n'a pas décidé pour l'Allemagne non plus. Helmut Kohl, il n'a pas demandé l'autorisation à François Mitterrand de faire la réunification. Hein. Il a mis tout le monde devant le fait accompli. Et il a eu raison. Donc, au-dessus de l'Europe, il y a les nations. C'est un syndicat de copropriétaires. Dans une copropriété, si vous avez, vos parents habitent dans une copropriété, dans un immeuble, ce n'est pas le syndic qui fait la loi, chez vous, dans votre vie quotidienne. Le syndic est choisi par les copropriétaires. Et donc, moi, je dis qu'on arrive à l'épreuve de vérité. Et que s'il n'y a pas un président qui, à un moment, dit « on ne joue plus, on renégocie », bien sûr qu'il y aura des compromis, mais on va vers une Europe des nations et des projets. Ça veut dire quoi? Nation, on reprend le contrôle des frontières, des lois, plus de droits européens supérieurs, du budget, et on crée une monnaie commune, on adapte l'euro, on ne l'enlève pas, on l'adapte. Et puis parallèlement, en revanche, on crée des agences de coopération. Ce qu'on a fait avec Airbus, on le fait pour la lutte contre le cancer avec les pays qui ont une industrie pharmaceutique, l'Allemagne notamment, la lutte contre l'Alzheimer, le développement de l'Afrique, fondamental, la voiture propre, l'énergie renouvelable. On crée des agences avec des pays volontaires, à 4 ou 5 pays. Et je pense que l'instant est historique et que le Brexit nous sert énormément. Et ce n'est pas un combat, et je finis là-dessus, de la France contre les autres. C'est la France qui est le porte-parole des peuples. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne avec Podemos. Vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras. Vous avez vu ce qui se passe en Italie avec Beppe Grillo. Il y a un jeune, tiens, là, qui est là, qui fait un stage, qui est un Italien, qui est dans notre QG, donc je l'ai fait venir. Et on parlait de l'Italie. Il y a l'AfD en Allemagne. Mais vous croyez que les peuples vont se laisser mourir comme ça? Vous croyez que les gens vont accepter de vivre dans la misère pour plaire à des gens qui n'ont aucun esprit de responsabilité et qui s'en mettent plein les poches? Donc, vous savez, ce qui va se passer en 2017, je ne sais pas ce qui va se passer dans 3 semaines en France. Donc, le temps est venu de mettre tout à plat. Alors, vous me direz, il vaut mieux voter pour un Asselineau, une Le Pen, qui vont tout envoyer balader tout de suite. Ben, je ne crois pas, parce que je crois qu'il faut d'abord tenter la renégociation. Parce que je crois qu'on n'a jamais été aussi proche d'une réorientation complète de l'Europe. Et toute l'histoire de l'humanité, elle est faite de gestes fous. Vous savez, la Révolution française, elle a fait quand même pas mal de changements en Europe, et puis il y a 1848, et puis il y a eu plein de choses. Et la France, c'est son génie de bouleverser les choses. Voilà, donc on va le faire. Ça va bouger, ça va tanguer. Mais il ne faudrait pas que les Français aient les premiers peurs. Mais parce qu'on les a intoxiqués, la propagande tous les soirs, pour leur dire qu'ils allaient avoir peur. Mais quand on a peur de tout, on est une nation morte. Et on est des esclaves. Alors si on veut être les gardiens des châteaux chinois dans le Bordelais, ou être les balayeurs du parc de Disneyland, ben on continue comme ça. Voilà, c'est une affaire morale et publique, politique. Alors avec qui pour faire ça? Avec ceux qui voudront, parce que je vais vous dire, quand je serai élu, il y aura l'embarras du choix. On les connaît. Mais je ne prendrai personne qui a vraiment travaillé avec les gouvernements précédents, mais des personnalités courageuses. Alors je vais vous dire, je les ai cités certains, j'étais un peu loin pour certains, mais c'était pour provoquer, parce que je connais les médias. D'ailleurs, la seule chose qui m'a plu, c'est le tweet débile sur Trump qu'on a mis. Mettez pas ça, parce que c'était pour faire rire, évidemment, ils s'intéressent à ça. Et puis le gouvernement, ça c'était pour faire parler, et pour qu'après on puisse dérouler la suite. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai.
Moi, s'il y avait une émission sérieuse où on peut parler de tout à la télévision à 20h, qu'est-ce que je serais heureux, vous savez. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, le gouvernement, un type comme Guénaud serait un très grand ministre. Malika Sorel, elle est chez Fillon, mais je l'aime beaucoup. C'est une femme remarquable, une femme absolument extraordinaire qui représente le meilleur, justement, de l'intégration, de l'assimilation française. J'ai pensé à Natacha Polony, à l'éducation nationale, parce que c'est une femme qui aime le savoir, les lettres. J'ai pensé à Malek Bouti, même s'il prend position pour Macron, le pauvre. C'est désastreux. Pauvre France. Mais pourquoi? Parce que Malek Bouti, je l'aime beaucoup, il était socialiste, mais il a lutté contre les barbus, les salafistes, le clientélisme d'élus locaux médiocres qui ont fait la paix avec des fascistes. Et il a lutté dans sa circonscription en Essonne. C'est un type courageux. Est-ce qu'on ne peut pas rassembler des gens courageux? Un patron de PME à Bercy, ça ferait du bien plutôt que ces petits marquis du CAC 40, hein, qui ont tout délocalisé, qui se touchent des stock options et qui après s'en foutent. Voilà. C'est pas la France que j'aime, ça. La France que j'aime, c'est des gens courageux qui vont remettre le pays d'aplomb, qui aiment le pays, qui sont peut-être pas parfaits, il y aura peut-être des erreurs, mais qui au moins redonneront aux Français l'idée qu'ils sont gouvernés. Gouvernés. Voilà. Pas en fonction des sondages, des médias, des copains, des intérêts, des montres qu'on offre, des voyages au Qatar. Vous avez trouvé que j'ai une fixation. Il y avait une question là-bas au fond. Oui, bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Vous souhaitez atteindre les jeunes, notamment en participant à l'émission d'Hanouna. Non, je souhaitais atteindre ceux qui regardent. Oui, c'est ça. Et aussi en venant ici à Dauphine, par exemple. Oui. Vous fonctionnez également au buzz, on l'a vu à TF1 il y a quelques jours, ou en qualifiant Emmanuel Macron de, je cite, Rassera. Voilà. J'ai une question pour vous, Monsieur Dupont-Aignan. Pourriez-vous aller jusqu'à DAB en direct pendant cette émission? Si vous voulez, je peux tout faire. Allez-y. Mais je l'ai déjà fait au salon du jeu vidéo, mais je me suis planté, je crois. Alors, mais c'est très bien, mais je m'en fiche. Je vais vous dire. Qu'est-ce qui compte? C'est pas faire des coups si c'est creux. Ce qui compte, c'est de faire passer un message par tous les moyens qui existent. Voilà. Je ne suis pas dupe et je ne vais pas non plus me mettre, faire n'importe quoi. Hein. Mais il faut que vous m'appreniez bien. Mais lui, je ne suis pas sûr que ce soit votre genre. Non? Comment faire? Hein? Alors, je vous réponds, tiens. Non, mais il y a une autre question. Après... Si, toujours. Manifestement, vous trouvez que je caricature votre programme, mais ça vous dérange pas de faire la même chose. Mais bon, passons. C'est pour ça, vous voyez? Vous voyez que c'est pas agréable. Ben oui, je vous caricaturais parce que vous m'avez caricaturé. Donc, plus sérieusement? Plus sérieusement, allez-y. Ouais, non, il faut rester... Soyons sérieux. Moi, vous nous avez dit donc, depuis maintenant une heure, enfin, vous avez beaucoup décrié les défaillances du système actuel. Donc, je ne sais pas si vous vous considérez comme anti-système modéré ou quoi, mais on vous a senti quand même assez dur, avec des mots assez forts sur ce qui s'est passé les 30 dernières années. Et vous vous revendiquez à la fois comme un grand gaulliste, enfin, vous l'avez cité plusieurs fois déjà. Donc moi j'ai trouvé ça un peu paradoxal, je voulais savoir un peu où vous en étiez du coup dans vos pensées systémiques et maintenant, dans vos pensées par rapport au système politique actuel. Et à maintenant très peu de temps, je sais pas, quelques mois des élections présidentielles, mais surtout des élections législatives où on sait qu'il y aura très peu de chances qu'il y ait une vraie majorité. Qu'est-ce que vous pensez par exemple d'un projet de 6ème République comme le soutiennent Mélenchon ou Hamon tout simplement? On va passer, on groupe les questions. Allez, je vous propose je vais marquer si quelqu'un a un truc pour écrire, si j'ai. Je vais marquer, pour marquer les questions, essayer de répondre vite, qu'il n'y ait pas de frustration. Parce que, moi c'est bon, j'ai une petite carte, c'est bon, c'est gentil. Allez-y, on groupe les questions. Donc là, c'était 6ème République. Enfermement. Allez-y vite. Oui, bonsoir Monsieur Dupont-Aignan. Moi j'ai une question au sujet de l'amitié franco-russe. Vous savez que les Russes investissent beaucoup en France. Ils importaient nos produits agricoles. Ils achètent aussi nos navires et nous, on les vend à la grande démocratie égyptienne. Et ma question, c'est est-ce que vous comptez réhabiliter cette amitié et comment? Très bien. Question suivante. On groupe les questions, comme ça, et vous allez vite. Bonjour, Monsieur Dupont-Aignan.
J'avais une question du coup sur le plan militaire en deux parties. La première, c'est l'Europe de la défense. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à l'Europe de la défense? Parce que, par exemple, quand on envoie nos militaires à l'opération Barkhane, où on dépense énormément d'argent en OPEX et en hommes aussi, ça mobilise beaucoup de choses. Et ça protège toute l'Europe. Voilà, pour parler clairement. Et deuxième plan, c'est sur la sortie de l'OTAN. Vous voulez sortir de l'OTAN. Un moment où notamment la Russie se réarme énormément et où elle envoie aussi des sous-marins qui vont un peu renifler nos SNLE en rade de Brest. Donc, quel est votre point de vue par rapport à ça? Très bien. Question? Bonsoir Monsieur Dupont-Aignan, je voudrais vous poser une question concernant la fiscalité dont vous avez beaucoup parlé. Vous dites qu'il faut, entre guillemets, tomber dans la surenchère facile de l'Irlande, de Singapour, qui a permis à Apple de ne pas payer d'impôts, entre autres. Alors je pense que si on tombe dans ce système, soit on devient un petit pays dominé de la mondialisation face aux États-Unis, à la Chine et à l'Inde peut-être demain, ou soit on reste dans l'Europe sagement et finalement on est un peu plus consensuel et on respecte certaines règles, quitte à faire une harmonisation fiscale, mais au moins on ne tombe pas dans la surenchère. Enfin, peut-être que vous avez une autre solution à proposer. Très bien. Question? Allez, les dernières. Allez, deux dernières, parce que sinon on ne va jamais arriver. Il est quelle heure? Ouais, il faut vraiment que j'y arrive. Concernant dans votre programme, vous évoquez énormément de dépenses et donc vous proposez de financer ça par la planche à billets. Vous avez dit qu'il fallait faire de la dévaluation, ça revient au même, non? Sinon, si vous n'utilisez pas la planche à billets pour financer ça, comment est-ce que vous financez ça? Et vous avez cité l'exemple de la Pologne qui a fait une grande dévaluation en 2008, il y a eu une inflation de 5% par an pendant 5 ans, ça fait une hausse de 30% des prix. Ça revient à un impôt à la fin, donc voilà, je voulais juste vous interpeller là-dessus. Très juste. Oui, bonsoir. Moi, c'est en rapport avec la première question, puisqu'en ces périodes d'élection, il y a beaucoup de candidats qui se revendiquent gaullistes, et moi, j'aurais voulu savoir en quoi vous êtes plus gaulliste que certains candidats. Très bien. Voilà. On va s'arrêter là si vous voulez, parce qu'on n'aura pas le temps. Je réponds tout de suite à cette question. Le gaullisme, c'est du passé, donc c'est pas une nostalgie. C'est quoi? C'est un esprit de résistance, c'est le respect du peuple, et c'est le droit des peuples français à disposer de lui-même, c'est-à-dire qu'en démocratie, c'est les Français qui doivent décider pour eux-mêmes. Et pourquoi je suis en désaccord avec cette Union européenne? C'est que c'est la fin de la démocratie, tout simplement, puisqu'il n'y a pas de démocratie européenne, et que les principaux pouvoirs sont concentrés dans les mains de la Commission, pas élue, de la Banque centrale, pas élue, de la Cour de justice, pas élue. Et c'est pourquoi je pense que quand il n'y a pas une langue commune, quand il n'y a pas d'opinion publique commune, ça reste au niveau national, la démocratie. Ce qui ne veut pas dire, et c'est ma différence avec d'autres, qu'on ne doit pas bâtir des coopérations concrètes, projet par projet. J'insiste là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas d'être isolé. Je ne veux pas refermer la France, je veux qu'elle soit libre de ses grands choix. Ce n'est pas du tout la même chose. Et la liberté n'est jamais un isolement. C'est comme un individu. Quand on est libre, on n'est pas isolé. On a en revanche la responsabilité de gérer son destin. 6e République, pourquoi pas? Mais qu'importe le numéro, il y a une dérive de la 5e. C'est vrai. Et il y a une dérive de la 5e sur deux choses. Les transferts de pouvoir à Bruxelles qui fait que, en France, c'est une fausse démocratie puisque les décisions sont prises par des gens non élus qui après transposent des directives. Premier point. Et deuxième point, le scrutin majoritaire qui fait qu'il y a un parti qui a la majorité à l'Assemblée et que c'est devenu complètement sclérosé. Donc je propose plutôt une adaptation de la 5e, c'est-à-dire revenir à la 5e originelle, notamment gaulliste, les référendums, le référendum d'initiative populaire, 500 000, le vote blanc reconnu, et s'il y a 50% de vote blanc, l'élection est annulée et les candidats du premier tour n'ont plus le droit de se représenter. C'est-à-dire, c'est une sorte de coup de balai institutionnalisé par le vote blanc. C'est révolutionnaire. Et ça serait, je peux vous dire, utile dans les élections locales, quand vous avez les gens qui s'accrochent et qui ne gagnent que parce qu'il y a l'abstention. Donc cette reconnaissance du vote blanc, elle est fondamentale. Après, je ne pense pas qu'il y ait besoin de tout bouleverser. Peut-être tort, certains en font commerce en appelant 6e République, mais si vous laissez l'Union européenne gouverner à notre place, mais Mélenchon a bien évolué d'ailleurs là-dessus. Enfermement, j'ai répondu. Amitié franco-russe, oui. Alors, je ne suis pas un idolâtre de Poutine,
Parce que Poutine passera, la Russie restera. Comme Trump passera, l'Amérique restera. Je suis pour une politique indépendante. Et jamais je n'aurais mis fin au contrat des Mistral. Tout ça pour plaire aux Polonais, pour leur vendre des hélicoptères. Finalement, ils ont acheté des hélicoptères américains. Ça, c'était brillant, la manœuvre de Hollande. Bon. Et tout ça à cause de l'Ukraine, où tout a été alimenté, les torts sont partagés. Et de toute façon, il y a une moitié de l'Ukraine qui a toujours été russe. Kiev, c'est le berceau de la Russie. Qu'on m'explique que la Crimée n'est pas russe, ça me fait doucement rigoler. Bon. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser la Russie envahir l'Ukraine, mais il faut faire de l'Ukraine une zone fédérale et neutre, et trouver un équilibre. Mais on a un ennemi commun, c'est l'État islamique, c'est la stabilisation du Moyen-Orient. Et donc il faut faire une alliance avec la Russie tout en étant vigilant. Et je rejoins le jeune homme, il ne s'agit pas non plus, lisez les mémoires de guerre sur De Gaulle négociant avec Staline, c'était pas piquer des vers. Je veux dire qu'il n'y a pas d'amis en politique étrangère. Ce que je veux, c'est que la France ait les moyens de sa politique. On sera pas les moyens de la Russie ni des États-Unis, mais on doit garder notre liberté. Voilà pourquoi je ne veux pas sortir de l'OTAN, je veux sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. On reste dans l'Alliance Atlantique, parce que c'est une alliance intergouvernementale. Donc on a le droit d'avoir des amis, d'avoir des possibilités d'aide. Mais en revanche, notre système d'armement doit être autonome. Quand vous pensez que le ministère de la Défense prend maintenant des boîtes américaines pour gérer son système de données, et Airbus, c'est se faire des illusions. Et il n'y a qu'à lire les mémoires de Snowden pour savoir que les États-Unis sont un pays ami, mais qui aime bien nous dominer. Eh bien, moi, je voudrais qu'on ne soit pas dominé, c'est tout. Les dépenses OPEX, il faut envoyer l'addition à Bruxelles, il n'y a qu'à la retirer des 8 milliards qu'on donne. Et de dire à Mme Merkel que ça ne compte pas dans les 3%. De toute façon, les 3%, n'a aucun intérêt. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un budget en équilibre. Et avec mon projet, vous regarderez sur le site, on a tout chiffré. Et on revient à 1% de déficit à la fin. Parce qu'on relance la croissance. Parce qu'il faut comprendre que les pays, notamment l'Angleterre, les États-Unis et les autres, ont des recettes fiscales parce qu'ils ont relancé la croissance. Donc il faut prendre le problème à l'envers. Il ne faut pas parler du déficit, il faut parler d'attirer des emplois privés, de relancer la machine économique. Et ça fera des recettes dans le budget. Et puis il faut quand même aussi limiter la sphère publique en France, qui est trop importante. Tout le monde le sait. Mais on y arrivera que si on recrée de l'emploi privé, ce qu'a fait Cameron. Il a supprimé les fonctionnaires après avoir créé, ou en même temps, de l'emploi privé. Mais supprimer, comme le veut Mme Merkel et Bruxelles, des fonctionnaires, comme le veut Fillon. Non mais le programme de Fillon, enfin lisez-le. C'est n'importe quoi. Mais c'est pire que Laval en 1935. C'est le pire programme con qui soit. On appuie sur le frein brutalement sur une plaque de verglas. Ah bah oui, il y aura 2 millions de chômeurs et la révolution dans la rue. Bien sûr qu'il y a trop de fonctionnaires en France, mais il faut d'abord dynamiser l'emploi privé avant de supprimer de l'emploi public. Et donc il faut accepter pendant une période de temps un peu de déficit. Il y a eu 5% de déficit en Angleterre, ça ne les a pas empêchés de vivre. Bon. Alors, je reprends la phrase sur la fiscalité. Votre remarque est très juste et très fine. Je n'ai pas dit de faire marcher la planche à billets n'importe comment. J'ai dit qu'aujourd'hui, la Banque de France, sur ordre de la BCE, c'est un peu complexe, monétise 180 milliards. C'est-à-dire prête, rachète des obligations, etc. 0%. Je demande juste que sur ces 180 milliards, le budget de l'État, le déficit budgétaire, qui se réduira, soit financé à 0%. C'est-à-dire que nous ne paierons plus d'intérêt. Mais on remboursera notre dette, ce n'est pas de la monnaie de singe. Et c'est ce que faisait la France entre Napoléon et le général de Gaulle. Il y en a un qui l'a dit avant de mourir. C'est Michel Rocard. Ce n'est pas suspect d'être de mon côté. Michel Rocard a dit, si on n'était pas passé par l'arnaque des marchés financiers pour les dettes d'État, la dette de la France serait de 20% du PIB. Donc oui, on rembourse notre dette. Il ne s'agit pas de la faire gratos. Mais on ne paye pas d'intérêt parce que c'est la banque pour la France. Et on peut le faire dans tous les pays d'Europe. Et là, vous verrez qu'on garde un avantage comparatif vis-à-vis de la Chine. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez que les entreprises chinoises nous rachètent en trichant avec toutes les règles du jeu. Enfin, c'est ahurissant. Personne ne le dit. C'est vrai que maintenant, M. Borloo a été embauché par un fonds chinois, que l'ancien directeur du Trésor a été débauché par la Chine, que M. Raffarin passe sa vie à
servir d'intermédiaire, bah avec ça, on est sauvé. Quant à la deuxième question, très fine aussi de monsieur Lunette là-bas, sur je veux pas qu'on devienne le paradis fiscal du monde. C'est pas ça que j'ai dit. Je veux qu'on baisse quand même le délire fiscal français quand on produit en France. Premièrement. Deuxièmement, je veux quand des grandes multinationales se mettent en Irlande avec des rescrits ou en Luxembourg, je veux qu'on taxe sur le chiffre d'affaires leurs produits. Et j'ai fait un rapport parlementaire là-dessus. C'est-à-dire qu'on dise à nos partenaires, luxembourgeois, irlandais, vous ne pouvez pas quand même avoir accès au marché français de 65 millions d'habitants si vous ne respectez pas un minimum d'harmonisation. Donc je suis pour une Europe harmonisée fiscalement et socialement. Ce que je dis, c'est que les socialistes la réclament depuis 20 ans, mais comme ils ne menacent jamais, tout le monde regarde en rigolant, et qu'il y a un moment où il faut dire donnant, donnant. Vous avez l'accès au marché français, mais il faut une sorte de tunnel, un impôt minimum, un impôt maximum. Et nous, on doit aussi faire le ménage dans nos dépenses publiques. Donc je ne suis pas dingue, je ne vais pas faire comme Mélenchon ou Le Pen à dire retraite à 60 ans. Je voyais Marine Le Pen aujourd'hui, c'est dingue, ça me fait de la peine parce que dire retraite à 60 ans, ça coûte 17 milliards, ben je le paye. Ah ben d'accord, mais je préfère mettre 17 milliards pour aider nos PME à relocaliser 1 million d'emplois, c'est-à-dire réamorcer la pompe. C'est la seule... L'obligation, c'est de produire français. Donc, soit on a des gens genre Fillon ou Macron, parce que Macron ne vous le dit pas, mais il prépare 60 milliards d'économies. Fillon, 100 milliards. C'est un coup de frein magistral. Ça veut dire qu'on va mourir guéri. Soit on claque tout. Entre les deux, est-ce qu'on ne peut pas avoir une marge du bon sens? Voilà en cours l'idée. Planche à billets, ben, j'ai répondu à tout. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non? Je vous remercie beaucoup de votre invitation.